Oui, tout de suite, nous sommes avec Patrick Peloux. Bonjour Patrick. Bonjour, Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous merci à vous. êtes le président de l'Association des médecins urgentistes de France. Parmi les moments très marquants pour les soignants, il y a eu bien sûr la période Covid, mais aussi la canicule de 2003. 20 ans après, quel bilan tirez-vous de cet épisode? Ce drame aura servi de leçon? De leçons, collectives, oui, parce que vous en parlez. Donc 20 ans après, il y a, une culture par rapport au risque, de la canicule, qui est bien imprégnée dans la conscience collective. Bon, par contre, vis-à-vis de la compréhension et de ce qu'il faudrait faire pour, éviter un nouveau drame, c'est plus compliqué. Les politiques, n'ont pas fait grand-chose pour la prévention, notamment sur l'habitat, mais aussi sur l'aménagement des villes. Ça a pas été fait. Socialement, c'est pas bon du tout puisque c'est à nouveau, là encore, sur l'habitat, les conditions sociales, ça s'est plutôt aggravé pour la classe moyenne et la classe la plus pauvre. Donc voilà, c'est un bilan très mitigé. Ce qui voulait ce qui est par rapport à 2003, on a fermé plus de 100 000 lits d'hospitalisation, ce qui fait que si nous avions, heu, une espèce de scénario, n'est-ce pas, de canicule avec des afflux massifs, je ne sais pas trop comment on ferait. Ça serait Alors justement, vous pensez que on risque de faire face à une surcharge des hôpitaux en cas de canicule, hein? mais là, on est déjà sur le fil. C'est-à-dire, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que, bon, il y a eu dans certains endroits entre 25 et 30 des lits cet été qui ont fermé parce qu'évidemment, ce que je comprends tout à fait, les personnels ont pris leurs congés et les directions n'ont pas voulu les en empêcher en vue de ces satanés JO de l'année prochaine parce que les personnels pourront pas prendre leurs congés comme prévu pendant les épreuves. Donc ça a été compliqué. Donc du coup, on a fermé un paquet de lits pour que ce qui est compréhensible, les gens puissent prendre leurs congés. Donc du coup, il y a un espèce de jeu actuellement qui est extrêmement difficile. Trouver des places d'hospitalisation, c'est compliqué. Et puis évidemment, c'est une première. On n'a jamais fermé autant de structures d'urgence, ce qui est complètement contradictoire avec le mot même service d'urgence. C'est même contradictoire avec l'exercice du service public. Et ça, c'est une antithèse de l'organisation du système de santé qui entraîne des dysfonctionnements à la fois, bien sûr, pour l'hôpital, mais bien sûr pour les professionnels de santé qui travaillent en ville, mais surtout les malades et les familles. Et Mmh. je reçois des témoignages qui sont hallucinants, de gens qui sont brinque-ballés d'hôpital en hôpital, pour les services d'urgence où ils arrivent, on leur dit: «Ah bah non, on peut pas vous recevoir. Ah bah non, c'est pas grave, débrouillez-vous autrement». Donc c'est un abandon, en fait, de On a la eu le cas population. justement, une illustration cette semaine, hein, le chef de la structure mobile d'urgence et de réanimation des Hauts-de-Seine a tiré la sonnette d'alarme, parlant de services de réanimation pédiatrique saturés en plein été. C'est aussi ce que vous constatez, hein, on le voit. Oui, et c'est pas qu'à Paris, c'est un petit peu Ouais. partout. Vous voyez, par exemple, si vous prenez l'exemple de truc hallucinant, les urgences de Saint-Tropez, un de nos collègues est tombé malade. Bah, la seule solution, ça a été de fermer les urgences de Saint-Tropez pendant quelques jours. Vous vous rendez compte? Et Ouais. alors que c'est une zone estivale où il y a tous les vacanciers, et cetera. Et alors, ce qu'il y a de fou, si vous voulez, c'est que c'est une première, parce que par rapport à 2003, vous n'aviez pas ça. Vous n'aviez, on arrivait à faire tourner toutes les structures d'urgence et c'était hyper important de faire tourner les structures d'urgence. Là, depuis 2-3 ans, en fait, il y a cette idée d'aller vers un moins-disant du service public, un moins-disant de l'offre de soins pour les malades, en faisant croire qu'on pourrait faire une sorte d'ubérisation de la santé. Mmh. Alors vous avez des tas de trucs qui sont arrivés. Vous pouvez consulter des médecins, on ne sait même pas qui c'est, dans des pays étrangers pour avoir des ordonnances sur généralement des mauvais diagnostics. Donc ça nous arrive au SAMU ou ça arrive directement à la morgue d'ailleurs. Mais on est en, on a vraiment on a perdu pied là, hein, vraiment, hein. Alors, le gouvernement a tout de même pris, ses dispositions avec, l'arrivée, des fortes chaleurs, donc la cellule de crise interministérielle qui a été activée, ça reste insuffisant pour vous? Écoutez, on peut pas accuser, notamment le ministre de la Santé qui est là depuis 4 semaines, donc on peut pas lui dire: «Ah bah, c'est de votre faute», ça je suis contre. Et puis Mmh. d'autre part, moi je suis assez pour,
cette solidarité et le travail quand le pays va pas bien, quoi. C'est comme Ouais. pour la période du Covid. Mais là où la classe politique est pas honnête, c'est que quand il y a des grands drames, au lieu de se dire: «Écoutez, ça ne fonctionne pas, faut faire table rase de tout, et puis, et puis on revoit tout pour voir comment ça marche». Non, non, on s'enferre dans des trucs qui ne fonctionnent pas. Vous voyez? Quand il y a eu le Covid, n'oubliez jamais qu'en mars 2020, on a arrêté le pays pour pas saturer les hôpitaux. Faut quand même, d'accord, faut quand même avoir ça à l'esprit. Donc logiquement, parce que vous êtes intelligente, vous vous dites: «Bah, on va pas reproduire ça, on va dimensionner les hôpitaux pour pas reconfiner». Bon, bah, en fait, vous voyez, il y a des débuts de crise et en fait, on s'aperçoit qu'on est encore à la gestion, heu, voilà, à une gestion, d'heure en heure, au jour le jour. Aujourd'hui, ouais. Et en fait, on n'a pas de perspective à long terme. J'espère, parce que le nouveau ministre de la santé est très intelligent. Ça vous donne J'espère qu'on va espoir. pouvoir, ouais, j'espère j'espère qu'on va pouvoir, changer beaucoup de choses, oui. Oui, pourtant, on les a longuement entendus, hein, le mal-être des soignants, des promesses donc clairement non tenues, selon vous, par les gouvernements. En tout cas, comment aujourd'hui se porte le moral des soignants? Comment gèrent-ils la surcharge du travail? Très mal, très mal, et si vous voulez, il faut se tourner à ce moment-là vers la jeunesse, en fait. Ouais, Si vous vous tournez vers la jeunesse, 15 des étudiants en médecine arrêtent leurs études. 15%. 15. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que tout système, vous avez toujours 5 à 7 de gens qui arrêtent, voilà, ça c'est les quotas. 15, il y a un sujet. Eh ben, Comment vous l'expliquez? on a fait une sélection qui est délirante. On a laissé les doyens des facultés de médecine faire un espèce de truc on lamine le moral des étudiants, mais on continue à les laisser faire au lieu de leur dire: On «Attendez les gars, ça marche pas votre truc». on Bon. leur tient quel discours, On les laisse faire, on les laisse faire. Vous savez, c'est des castes et des lobbying énormes, hein, les doyens et les professeurs de médecine. C'est un truc, c'est très compliqué. Bon. Les écoles d'infirmières. Vous avez des écoles d'infirmières, il y a jusqu'à 30 d'abandon. Quand ils voient le monde du travail et tout, elles arrêtent. Bon. Les soignants en poste, ben, vous avez le burn-out, vous avez des suicides, vous avez des gens qui vont pas bien, etc. Bon. Bah, c'est terrible. C'est terrible parce que si vous voulez, il faudrait vraiment un big bang et changer les choses. Et c'est vrai, si vous voulez, et je suis fervent défenseur du service public, il y a une modernité à avoir quant à des gestions et des managements dans les services publics qui datent du Moyen-Âge et où vous avez l'impression que ceux qui dirigent les services sont vraiment, on les recrute exclusivement chez les plus grands narcissiques pervers. Voyez, et ça va pas du tout, en fait. Et si vous changez pas ça de manière à avoir un meilleur management, ça va pas. Alors bien sûr, après, il y a les pouvoirs d'achat. Ce qu'a dit la CGT est juste, à mon avis. Le mmh. pouvoir d'achat des infirmières en 2023, il est inférieur au pouvoir d'achat des infirmières de 1981. Donc il y a des rattrapages salariaux à faire, ça ne fait aucun doute, d'accord? Mais il y a tout le reste. Et c'est là où ça devient multifactoriel et extrêmement complexe. Merci infiniment Patrick Pelloux Merci. d'être venu dans les studios d'Europe 1 et nous sommes donc je rappelle hein, que vous êtes le président de l'association des médecins urgentistes de France.